De retour à l'étrange programme, nous recevons maintenant Élise Lucien-Ripin qui vient nous parler d'H.P. Lovecraft. Oui. Disons ça comme ça. Ouais, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Fait qu'on est très ambitieux aujourd'hui. Oui, on parle de trois gros livres. On parle de trois gros livres. Fait qu'on va essayer de faire ça le plus concis possible et de ne rien oublier parce que Lovecraft, on parle vraiment d'un monument de littérature, donc c'est assez intimidant de venir ici et d'en parler. Ben, pour commencer, on peut peut-être dire rapidement qui est H.P. Lovecraft. Qui est H.P. Lovecraft? Écoute, moi, avant d'être un auteur, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une œuvre gigantesque, c'est aussi un épistolier. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit plus de 100 000 lettres et qui avait des correspondants qui étaient aussi très célèbres, dont Robert Bloch et Robert E. Howard, donc Monsieur Psycho et Monsieur Conan le Barbare. C'est ça. Et beaucoup d'autres auteurs aussi. Et ensemble, ils ont formé, en fait, un espèce de cercle. Donc, moi, les livres que je viens de présenter ici, les deux premières anthologies, c'est Cthulhu, le mythe. Et ces auteurs-là ont contribué à créer ce mythe-là de Cthulhu. Okay. Donc, qui est vraiment là, un pivot central dans l'œuvre. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est que H.P. Lovecraft a créé son mythe par lui-même au départ, a écrit beaucoup de nouvelles là-dessus. Et beaucoup d'auteurs ont contribué. Et pendant, je pense, sa vie, mais surtout suite à sa mort, il y a Auguste Delettre, je pense qu'il s'appelle, c'était l'éditeur qui éditait les œuvres de Lovecraft, a demandé à plein d'auteurs. Parce qu'il y a plein d'auteurs qui ont... Puis il y en a plein d'autres, tu sais, t'as Brian Lumley, t'as Ramsey Campbell, t'en as beaucoup. Bloch, que tu parlais tantôt, on avait Bloch, oui, donc vraiment... Mais là, dans ces livres-là, les deux qu'on a ici, du Cthulhu, est-ce qu'il y a des histoires, est-ce que c'est seulement des histoires écrites par H.P. Lovecraft? C'est juste de H.P. Lovecraft, oui. Parfait. Donc, en gros, là, je vais vraiment résumer ça grossièrement, mais Cthulhu, le mythe, c'est qu'à l'origine du monde, on parle vraiment des millions d'années, la Terre était occupée par des espèces de créatures monstrueuses venues de l'espace, qui sont depuis tombées en léthargie. Mais des fois, tu vas avoir un personnage, souvent un scientifique ou bien un explorateur, qui va trouver le moyen de comme percer le voile et d'avoir un aperçu de ce pouvoir-là qui existe, qui éventuellement, les grands anciens, on sait qu'ils vont se réveiller, là. Ouais. Mais puis souvent, cette découverte-là, c'est tellement énorme pour nous, les humains, là, qui sont vraiment minuscules, que ça va les rendre fous ou ça va les tuer, ultimement. Donc ça, c'est vraiment un résumé là, très, très, très grossier de ce qu'est... Donc, en gros, il a créé son propre panthéon de dieux et de divinités. Son panthéon, oui, sa diégèse. Et de démons, etc. Et c'est ça. Et la plupart de ces histoires tournent autour de ça. Donc, moi, j'avais déjà lu le premier tome. J'ai appris lorsqu'on a parlé de la chronique qu'il y avait un deuxième tome. Oui. Donc, est-ce que le deuxième tome est aussi intéressant que le premier? Est-ce que c'est juste complémentaire ou est-ce que c'est... Dans le premier, tu as 9 nouvelles. Dans le deuxième, tu en as 13. Ou à moins que ça soit l'inverse, mais bon, en tout cas, on s'entend. Dans les deux cas, tu as un dossier image. Donc, ici, dans le premier, on va avoir 16 pages avec des photos de lieux qui ont inspiré l'auteur. Dans le deuxième, c'est des illustrations par Loïc... j'oublie son nom. Loïc Musy, qui a aussi fait les couvertures. Dans le premier, tu as aussi une introduction de Jérôme Boucault, qui fait un survol de l'œuvre, qui ne se retrouve pas dans la deuxième. Malheureusement, c'est un survol que je n'ai personnellement pas apprécié. J'ai trouvé qu'il était un petit peu amateur. Je ne sais pas si tu en gardes... le souvenir que tu en gardes, mais c'est un peu... Oui, c'est ça, on sort du coq à l'âne beaucoup. L'auteur se permet des envolées romanesques qui n'ont pas vraiment leur place et il commet le sacrilège, si tu as un background en études littéraires, de confondre l'auteur et l'homme. Donc, il va beaucoup nous dire des trucs genre les grands anciens sont la personnification de son monde intérieur et tata. Il y a une interprétation, finalement, de son œuvre que tu as trouvée douteuse. Que j'ai trouvée douteuse, mais tu sais, si pour quelqu'un qui connaît pas Lovecraft, qui connaît pas le mythe de Cthulhu, mais ça peut quand même être une porte d'entrée, tu sais, disons un premier pas vers des œuvres, des études plus sérieuses. Mais c'est ça, moi j'avais déjà beaucoup de livres, puis je dois avouer que j'ai acheté ça pour l'objet avant tout. C'est vraiment des beaux livres. Les photos à l'intérieur du premier tome que tu parles, justement, c'est des photos qui ont inspiré les œuvres d'H.P. Lovecraft. Je ne sais pas si on l'avait souligné, mais il vient de la Nouvelle-Angleterre. Donc, il vient de Rhode Island. Des photos de Providence, Salem, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis des photos d'époque aussi, c'est important. Oui. On dit quelle époque, Lovecraft, à peu près? 1890 à 1937, il me semble. Il y avait une quarantaine d'années quand il est décédé. Oui, la fin quarantaine, cancer du côlon. Et il a écrit tout ça en tabarouette. Il a écrit plus que ça. Mais ça, c'est pas lui. Ça, c'est autre chose. On va en parler après, mais il a écrit plus que ça. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux deux tomes? C'est des nouvelles traductions. Ah oui, il y a des nouvelles traductions. Puis
Puis c'est quoi que ça apporte? On a un travail au niveau, on veut essayer de rendre le texte plus fluide, sans perdre évidemment la complexité originale, parce que Lovecraft, c'est quelqu'un qui a beaucoup les syntaxes alambiquées. Donc, c'est quelqu'un qui aime faire des longues phrases, puis il faut que tu les relises pour pouvoir les démêler. Sa prose est lourde. C'est pas nécessairement quelqu'un qui écrivait super bien. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est l'univers qui nous dépeint qui était... Oui, parce qu'effectivement, Lovecraft, ça devient lourd. Et est-ce que la traduction est efficace? Oui, justement, ils ont fait un beau travail de faire en sorte que ça soit plus fluide, mais c'est sûr que ça reste quand même, c'est une traduction, on veut pas perdre de vue le texte original, ça ressemble à du Lovecraft, mais plus allégé, plus... Puis tu as aussi un travail au niveau de la conjugaison, là, ça, j'en parlerai pas trop, mais des temps de verbe qui changent. Mais le plus gros changement, c'est vraiment les titres. Les titres. Donc, on a, par exemple, les montagnes... The Mountains of Madness en anglais, les montagnes hallucinées. Ici, ça s'appelle les montagnes de la démence. Ah, OK. Pour se rapprocher. The Color Out of Space, qui était la couleur tombée du ciel. Ici vient la couleur venue d'ailleurs. OK. Donc, des changements. Ça, c'est vraiment le truc qui saute le plus aux yeux quand tu abordes la traduction. Mais il n'y a aucun inédit. Il n'y a aucun aussi... parce que Bragelonne a fait aussi... repris une grosse collection sur Robert Howard. Okay, et il y avait des textes non terminés, tout ça, non. donc rien de ça. Non, t'as rien de ça ici, okay. Non. On va parler maintenant du Necronomicon, oui. Oui. Et là, je vois un Necronomicon, il y a comme un 1 dans les hauts. Non, ça n'a rien à voir. OK, c'est juste une façon d'écrire. Okay. Je me disais peut-être que ça aussi, c'est un volume 1, non? Non. Non, ça, c'est vraiment l'intégrale. Donc, en fait, l'œuvre de Lovecraft, c'est beaucoup de la fiction, mais qui passe pour de la réalité inventée. Par exemple, la ville d'Arkham en Nouvelle-Angleterre, au Massachusetts. Oui. Il y a aussi l'Institut Miskatonic et le Necronomicon, donc, qui est une espèce de grimoire qui a été écrit au 8e siècle, je crois. Oui, 750 après Jésus-Christ, donc c'est le 8e siècle, c'est ça. Puis de Abdul al-Azred, qui est l'arabe fou. Donc, ensuite, le Necronomicon s'est beaucoup promené, il a disparu, il est réapparu, il y a eu une traduction grecque, il y a eu une traduction latine, une traduction allemande et éventuellement une traduction anglaise. Le Necronomicon, ça n'existe pas, c'est un faux livre. Bien, c'est ça, normalement, c'est un livre qui a été créé par H.P. Lovecraft, mais il semble que certaines personnes du milieu ésotérique croient que c'est un vrai livre. Oui, il y a des gens qui y croient vraiment, puis il existerait, selon l'univers de Lovecraft, il existerait c'est abordé comment cette édition-là? C'est une édition commerciale. Est-ce qu'il essaie de nous faire croire que c'est vrai ou au contraire, ils disent tout en partant non, c'est pas vrai? Ça. Ça, c'est vraiment une édition qui prétend être vraie. Okay. Donc, c'est une édition qui est apparue en 1977. On ne sait pas, c'est anonyme, c'est supposément écrit par le moine Simon. Évidemment, si tu vas fouiller du côté des droits d'auteur, tu peux savoir à peu près c'est qui l'a écrit. Tout serait en fait le texte original du Necronomicon, donc y compris les témoignages de l'arabe fou, des sortilèges. T'as une bibliographie aussi à la fin. T'as des tables célestes aussi pour pouvoir être certain que les étoiles soient bien alignées quand tu fais tes rituels le soir, qui va jusqu'en 2018. Mais t'as l'introduction du moine Simon, qui elle dure à être assez longue. Là. Elle va vraiment retracer l'histoire du Necronomicon et va le mettre en contexte aussi. Fait que ça donne vraiment beaucoup de crédibilité parce que tu regardes. Il va parler, par exemple, de mythologie mésopotamienne, il va parler de la Wicca, de satanisme, de judaïsme, puis te parler du Necronomicon en contexte avec des trucs qui sont vraiment passés, par exemple, l'occultiste Aleister Crowley. Aleister, c'est pas ça son nom, Aleister, excuse-moi, Crowley. Fait qu'il te met ça comme si c'était vraiment vrai, de sorte que si tu le savais pas, tu tombais sur ce livre-là par hasard dans une bibliothèque, tu pourrais très bien penser que c'est effectivement... Et pour un amateur... qui n'est pas un amateur d'ésotérisme, mais qui est amateur d'H.P. Lovecraft. Est-ce que c'est intéressant ou c'est plus une arnaque puis ça vaut pas la peine d'acheter ce gros volume-là qui doit pas être donné? Non, c'est pas donné, mais moi, je te dirais que oui, ça vaut la peine. Oui? Et, tu m'en voudras pas, je ne l'ai pas lu de A à Z. J'avoue que... mais l'introduction à elle seule vaut le détour, parce que si tu oublies le côté que, justement, le Necronomicon, c'est pas vrai, là, c'est vraiment une étude qui est poussée, puis ça donne matière, ça t'envoie vers d'autres voies pour poursuivre ta recherche sur la sorcellerie, par exemple. Mais est-ce que tu as essayé des sortilèges? Je n'ai rien essayé. J'ai eu trop peur. J'ai pas osé. Tu as été marqué par la petite annotation en début de livre. Oui, c'est super cute. Si tu regardes dans les fine prints au début... Que l'on ne lit jamais. Qu'on lit jamais, mais que des fois, il y a des personnes zélées comme moi qui lisent. Ouais. Tu as une mention de l'éditeur qui se défait de toute responsabilité si la fin du monde s'en suivait à cause de la mauvaise utilisation des sortilèges. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des sorts cités dans ses ouvrages. Fait que c'est vraiment le livre
c'est pas une arnaque. Là. Ça se présente vraiment comme quelque chose de... Bien, c'en est une, mais tu comprends. C'est vraiment supposément le vrai Necronomicon. Parfait. Bon, mais merci beaucoup, Élise, pour cette chronique éclair sur les éditions Bragelonne. Oui. Sur le Necronomicon et les 2 tomes du Cthulhu. Oui, il y a beaucoup à dire. Fait que j'espère avoir fait un pas pire sommaire. Bon survol, c'est bon. Parfait, merci. Merci en fait à vous deux. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission ce soir. Donc, merci à toute l'équipe en studio et merci aussi à vous à la maison. À la semaine prochaine.